Bonjour, c'est Saïd Mojtabi. Retrouvez mon analyse sur les chances du Maroc, sur l'équipe marocaine en général, sur ce mondial au Qatar, avec 11 mondiales, et j'espère que mes pronos seront justes. Donc pour ce qui est des résultats récents du Maroc, c'est plutôt positif, que ce soit récemment la qualif face à la RDC, ça a été plutôt bien maîtrisé, même si, bon, on le sait, on va sûrement dessus plus tard, c'était un autre entraîneur, c'était Vahid Halilhodžić, ça avait été plutôt bien géré par l'effectif marocain. Si on se base sur vraiment les dernier match joué par la sélection marocaine, par le Muntahab. On se concentre donc sur les matchs face au Chili et au Paraguay, qui aussi ont été plutôt bien maîtrisés, que ce soit dans le contenu et dans les résultats, malgré le match nul obtenu face au Paraguay. Mais bon, c'est les deux matchs références, parce que c'est les deux seuls matchs joués sous Walid Regragui. Donc c'est sur cela qu'on peut se pencher, et on ne peut que tirer du positif, puisque le match contre le Chili a été plutôt bien maîtrisé, le contenu a été très intéressant, 2-0 était un score plutôt flatteur pour les Chiliens. Les joueurs chiliens l'avaient même reconnu à la fin du match, que ce soit Arturo Vidal ou Alexis Sanchez. Ils avaient dit que l'équipe du Maroc avait un vrai potentiel, et c'est vrai qu'on l'avait vu sur le terrain. Les joueurs avaient apprécié jouer ensemble, il y avait une vraie communion et un vrai collectif qui s'était dégagé. Le match contre le Paraguay avait été un petit peu plus compliqué, même si, bon, voilà aussi, c'était le deuxième match, la fatigue était peut-être apparue, il y a eu quelques changements aussi dans les compositions, donc c'était aussi à prévoir. Maintenant, si on se base que sur les deux matchs joués sous l'ère Regragui, c'est sûr que c'est plutôt intéressant et même plutôt excitant pour le supporter marocain que je suis et les supporters marocains du Royaume. Les forces de la sélection, pour moi, sincèrement, je trouve que cette équipe du Maroc a un vrai allant offensif, un vrai potentiel offensif. Défensivement aussi, les bases laissées par Vahid Halilhodžić sont toujours présentes, avec des joueurs maintenant qui sont dans des top clubs européens. On a quand même un back five, on va dire, très solide, qui n'a même pas grand-chose à envier au top 15 international, hein, quand on peut avoir un Yacine Bounou qui est titulaire assez vite dans les buts, une paire de latéraux qui jouent au Bayern et au Parisien, avec Achraf Hakimi et Mazraoui qui sont maintenant de vraies références au niveau européen, et un Nayef Aguerd qui commence à faire sa place en PL, et un Romain Saïs toujours aussi solide malgré son départ en Turquie. Il y a une grosse base défensive, et maintenant aussi à laquelle on peut ajouter vraiment une équipe offensive avec des joueurs comme Harit, Boufal, et Zalzouli aussi qui se fait sa place en Espagne. Il y a des possibilités, il y a des possibilités dans le schéma, il y a des possibilités dans les changements, dans les remplacements. Donc moi je trouve que le Maroc est plutôt complet, c'est une équipe plutôt complète. Il y a un collectif aussi qui se dégage. On sait que historiquement le Maroc est une équipe qui aime jouer au ballon, est une équipe qui aime jouer collectif. C'est pas forcément une équipe qui est basée sur ses individualités. Et là pour le coup on a un collectif et des individualités. On note aussi le retour d'Hakim Ziyech, même s'il est remplaçant à Chelsea, qui est toujours important. C'est toujours important d'avoir un grand nom dans une sélection. Donc je pense que globalement, la défense est solide. Elle a toujours été ces dernières années. Elle est toujours présente. Là, maintenant, on a l'attaque qui se diversifie et qui, je pense, sur un tournoi comme la Coupe du Monde, pourra apporter beaucoup. Alors les faiblesses de cette équipe-là, justement, moi je pense que c'est le milieu. On ne l'a pas évoqué. Aujourd'hui, le Maroc n'a pas de grands noms au milieu, même si on sait qu'Hakim Ziyech peut jouer un peu plus bas. C'est quand même un joueur qui est plutôt offensif et qui va être amené à jouer un poste beaucoup plus haut. Donc le milieu, il n'y a pas de grands noms. Il y a des joueurs qui parfois peuvent être friables, même si c'est des joueurs que j'apprécie beaucoup, mais des joueurs comme Amala ou même Sofiane Amrabat ont encore parfois des moments de distraction qui peuvent être assez dangereux au très haut niveau. On l'a vu parfois lors de la CAN, on l'a vu lors des qualifications. C'est toujours compliqué à ce niveau-là d'avoir des joueurs qui peuvent se permettre ce genre d'erreur. Donc à voir maintenant comment va jouer Regragui, quel schéma il va adopter, s'il va jouer avec un double pivot, s'il va jouer avec 3 milieux pour essayer de solidifier cet édifice. Mais je pense que oui, le milieu aujourd'hui, c'est là où les noms sont les moins clinquants, même si encore une fois, le bling-bling, c'est pas forcément ce qui apporte de la stabilité et de la qualité à une équipe, mais ce sont des joueurs encore jeunes. Il y a des joueurs comme Ounahi, par exemple, qui a un très bon talent, qui a un prospect qui, pour moi, je pense, est de très bon niveau, mais qui est encore jeune, encore tendre. Et est-ce qu'il sera prêt pour la Coupe du Monde? Ça, on ne sait pas encore, on le verra sur le terrain.
Alors pour le sélectionneur, c'est un sélectionneur qui avait déjà quand même des bases avant d'arriver dans cette équipe du Maroc, contrairement à Jamel Belmadi ou Aliou Cissé, quand ils ont pris les rênes de la sélection respectivement d'Algérie et du Sénégal, ils n'avaient pas vraiment d'expérience, ils ont réussi par la suite. Là c'est un entraîneur quand même qui avait une certaine expérience, qui avait déjà été entraîneur adjoint en 2012 pour le Maroc, il a ensuite prouvé dans le championnat marocain, dans le Botola, que ce soit avec Rabat, que ce soit avec le Wydad, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner. Il a gagné la Coupe du Trône, il a gagné le championnat marocain, il a aussi gagné au niveau continental avec le Wydad, il a gagné la Ligue des champions africaine. Donc voilà, il avait certaines références, et certaines performances acquises sur le continent africain, donc c'était plutôt rassurant. Et depuis son arrivée, voilà, on savait que c'était un entraîneur, voilà, c'est un peu un mix entre Hervé Renard, qui était un peu plus laxiste, un peu plus proche de ses joueurs, et un Vahid Halilhodžić qui était un peu plus, on va dire, militaire, plus autoritaire. Lui, il est entre les deux. Il a apporté un peu de lien entre justement le staff et son effectif. Et on l'a vu, il a rappelé aussi des joueurs importants comme Mazraoui, comme Ziyech, comme Belhanda, même si Belhanda, il me semble, n'est pas présent dans la liste finale. Voilà, et on savait qu'il allait apporter du sang neuf, et je trouve qu'il a apporté aussi un regard différent. Il a gardé quand même la base de Vahid Halilhodžić, mais il a aussi quand même apporté ses choix, notamment le jeune El Khanous qu'il a réussi à convaincre de rejoindre la sélection. Donc pour le moment, tout est positif. On en a parlé sur les matchs joués précédemment. Ça a été bon sur le contenu, ça a été bon sur les résultats. Tous les feux sont verts. Alors je pense qu'aujourd'hui, la star de l'équipe du Maroc, c'est Achraf Hakimi. Tout simplement. Il a pris le lead, je trouve, durant la dernière CAN, notamment lors de ses super coups francs. On s'en rappelle tous, on a tous vibré par rapport à ça. Et même si je pense qu'il est en deçà dans ses performances avec l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui est assez régulier, qui alterne le bon et parfois le moins bon sous les couleurs parisiennes. Avec le Maroc, il est toujours conquérant, il est toujours plutôt d'un bon niveau, il a rarement déçu. Donc pour moi, c'est aujourd'hui, même si c'est un défenseur, même si c'est vrai que c'est assez étrange de dire que le joueur star, c'est le latéral droit. Pour le coup, aujourd'hui, je pense pas que l'on puisse dégager un autre joueur de cet effectif, même si avant, on pouvait parler d'Hakim Ziyech. Aujourd'hui, si on parle sportivement, Ziyech n'a plus la légitimité pour être nommé star de l'équipe. Il ne joue pas à Chelsea, il n'a pas réussi à convaincre ses deux entraîneurs précédents dans l'équipe londonienne. Donc je pense que le relais s'est fait naturellement durant la CAN, où Hakimi a pris le lead, où Hakimi a réalisé des vraies performances, des vrais gestes décisifs qui ont aussi permis au Maroc d'avancer dans la compétition. Et je pense que ça a donné aussi confiance à ses coéquipiers qui le regardent maintenant d'une manière différente. La promesse, on en a parlé tout à l'heure, je pense que le jeune Ounahi, c'est un joueur de qualité, même si j'ai encore des doutes sur son niveau physique. Je trouve que techniquement, c'est un régal. C'est un joueur qui vient aussi de l'académie Mohamed VI. Il a été formé en jeune dans l'équipe du Raja Casablanca, qui est un des clubs phares du Maroc. Mais voilà, il avait énormément de potentiel. Il est arrivé en France, il a ensuite mis du temps un petit peu à Angers. Et aujourd'hui, voilà, c'est un joueur titulaire de l'équipe angevine. C'est un joueur qui aurait pu partir aussi durant la période estivale, puisqu'il avait notamment pas mal de propositions, notamment du côté du LOSC, qui le désirait, parce qu'il faut être aveugle pour voir que ce joueur que ce joueur a beaucoup de talent. Et donc je pense que oui, ça peut être un joueur sur lequel on peut miser. En tout cas, c'est un joueur qui fera plaisir. Si on aime le football, si on aime les beaux gestes, si on aime la qualité esthétique, si on aime un beau joueur à voir, je pense que Ounahi remplit toutes ces conditions. Alors, on en avait déjà parlé durant la CAN. Le Maroc a une histoire particulière avec la Coupe du Monde. C'est un des pays africains qui a le plus fait pour l'Afrique, même si c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, parce que 20 ans d'absence entre 98 et 2018, ça fait mal, hein, ça fait mal pour les amoureux du foot, mais c'est un pays qui a toujours été précurseur dans cette compétition. C'est le premier pays africain à avoir passé les poules, et ça, à jamais. Il y a beaucoup de Marseillais qui aiment utiliser cette expression. Les Marocains peuvent le faire pour ce qui est de la qualification en Coupe du Monde. Voilà, le Maroc est le premier pays africain à avoir franchi les poules, et ça, on ne l'oubliera pas. C'est un pays qui aime aussi profondément cette compétition. C'est leur 6e participation. Il me semble qu'ils sont dans le top 3. Derrière, il me semble, le Cameroun et le Nigeria. Donc c'est quelque chose, c'est des chiffres, c'est un vrai palmarès, c'est une vraie histoire d'amour avec cette compétition, en espérant maintenant de faire mieux. On espère toujours faire mieux. Un quart de finale, c'est compliqué pour tous les pays africains de manière générale, mais il faut avoir de l'ambition. Maintenant, le niveau s'est resserré au niveau international, c'est beaucoup plus homogène, donc pourquoi pas ?
C'est un groupe compliqué, pour le Maroc, on va pas se le cacher. La Croatie et la Belgique sont deux nations phares européennes qui ont prouvé durant les dernières compétitions internationales qu'elles pouvaient être présentes. La Belgique a été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Croatie en était finaliste. Donc sur le papier, c'est quand même assez compliqué. Le Canada, c'est assez nouveau, il me semble que c'est leur deuxième Coupe du Monde. C'est une équipe qui a des talents, enfin, qui a peu de talent, ils se basent surtout sur, enfin peu de talent, on va pas être méchant avec eux, mais c'est une équipe voilà, qui a plutôt des joueurs qui jouent en MLS, mais qui a deux joueurs, notamment Alphonso Davies et Jonathan David, qui sont les fers de lance de cette équipe. Il faudra faire le plus faible de ce groupe, mais en tout cas ce sera le match à gagner pour le Maroc, un peu comme l'Iran était en 2018 le match important et que le Maroc a malheureusement raté et qui a ensuite déterminé le reste de sa compétition. Donc je pense que le match du Canada sera très important. Ensuite, la Croatie est plutôt sur une bonne dynamique. Elle a plutôt bien fini la Ligue des Nations, même si ce n'est plus la Croatie de 2018. Ça reste quand même une équipe pleine de qualité avec quand même des joueurs très intéressants sur quasiment toutes les lignes. Ils ont réussi un petit peu à se renouveler sur certaines lignes, mais il y a quand même des joueurs de talent, notamment un Luka Modric qu'on ne peut pas ne pas citer. Donc ça va être compliqué. Pour la Belgique, ce sera pour moi le match le plus important. Ce sera le match qui décidera de qui passera, parce que je pense que la Croatie passera en huitième. Et je pense que le reste se jouera entre le Maroc et la Belgique. C'est deux pays qui se connaissent bien. Le Maroc a une histoire particulière avec la Belgique. Il y a une énorme diaspora marocaine en Belgique. Donc ils sont déjà prêts. D'ailleurs, dans certains quartiers de Bruxelles ou de Liège, les Marocains sont prêts à supporter le Montarab. Ça va être très intéressant à voir. Je pense que la Belgique est sur une phase descendante. J'en parlais d'ailleurs avec un journaliste belge, Sacha Tavoleri, je ne sais pas si vous connaissez, qui me disait que c'était plutôt compliqué parce que la génération dorée était passée un petit peu à côté de grandes choses. Entre 2016 et 2018 et même 2021, il y avait des possibilités de gagner, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ça me semble un peu plus compliqué. Défensivement, c'est plus la même qualité, les joueurs sont vieillissants. Au milieu, il n'y a plus les mêmes certitudes. Et la star de l'équipe, qui était Eden Hazard en 2018, n'est plus ce qu'elle était. Donc s'il y a un coup à jouer, sincèrement, je pense que c'est cette année-là pour le Maroc. Vous savez, c'est toujours compliqué avec les supporters, que ce soit marocains ou africains de manière générale. Il suffit juste d'écouter par exemple ce que disait Samuel Eto'o récemment. Oui, on pense qu'on est les meilleurs. On pense qu'on est les meilleurs. On pense que le Maroc, c'est le Brésil 70, alors que c'est pas forcément le cas. C'est dur d'être lucide quand la passion se mêle et s'entremêle avec tout ça. Donc, au Maroc, on attend que la sélection franchisse les poules. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a une attente toujours autour de la sélection, comme il y avait eu une attente lors de la dernière CAN, et le quart de finale avait été vécu comme un échec. Alors que pour ma part, comme analyste, j'avais trouvé que c'était une belle progression dans la dynamique que pouvait avoir le Montarab. Là, le peuple attend de vibrer, tout simplement. Et on ne vibre pas si on se fait éliminer en poule. Donc oui, je pense que ce serait une belle chose pour le royaume. Ce serait, je dirais pas inattendu, parce que, inattendu pour les autres, mais en tout cas au Maroc, on attend clairement un huitième de finale, et un huitième de finale prestigieux. On sait qu'on affrontera soit l'Allemagne, soit l'Espagne, normalement, si tout se passe bien dans la poule d'à côté. Ce serait quand même un huitième de finale magnifique et une affiche que je pense le pays n'oublierait pas. Alors mon pronostic, je vais te faire deux pronostics si tu me laisses faire. Je vais te faire un pronostic objectif et un pronostic je rêve. Pour un pronostic objectif, je vais peut-être te surprendre, mais je pense que le Maroc va franchir les poules. Je pense que si on se base d'un point de vue football, si on se base d'un point de vue effectif, sincèrement, je pense que l'équipe du Maroc a un effectif de qualité. Le 11 n'a pas grand-chose à envier aux nations présentes dans la poule du Maroc. Certes, il n'y a pas de ballon d'or dans l'équipe marocaine, mais il y a des joueurs de qualité et il y a un vrai groupe. Et je pense que l'entraîneur aussi a réussi à fédérer un petit peu toute cette sélection autour d'un objectif commun. Donc, moi, je pense que les huitièmes de finale sont abordables. Après, ça va être compliqué d'aller plus loin. Tout dépend de l'état de forme. On sait, c'est une compétition, il y a 7 matchs, c'est sur une période courte. Tout est possible, mais on va essayer de rester raisonnable. Donc, un huitième de finale serait déjà une belle performance. Ça remettrait un petit peu le Maroc sur l'échiquier mondial.
Maintenant, si je veux rêver un petit peu, oui, pourquoi pas un quart, pourquoi pas une demi. Il me semble que le Maroc est même sur le même tableau que l'équipe de France, je ne suis pas sûr. Mais ce serait beau de voir les deux nations s'affronter. Donc voilà, j'ai des rêves plein la tête. Un quart, une demi, ce serait beau aussi pour le continent africain. Ce serait beau aussi qu'un prétendant africain essaye enfin de franchir ce quart de finale, ce palier qui semble infranchissable quand même depuis l'histoire, depuis la création de la Coupe du Monde. Aucun pays africain n'est arrivé en demi. Ce serait quand même une belle chose que ça arrive. Et si c'est le Maroc, bah, franchement, moi je dis pas non, je prends.